Bien, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous avez pu passer de bonnes fêtes de fin d'année, malgré vents et marées, et entrer du bon pied dans la nouvelle année que je vous souhaite bien évidemment pleine de belles lectures et de belles découvertes. Alors, nous reprenons aujourd'hui le cours de notre enquête sur la façon dont la prétention chinoise à l'universalité et à la centralité a envisagé la question de l'autre, comme aurait dit Tsvetan Todorov. Nous avons vu que, ne serait-ce que pour des raisons diplomatiques, et pourrait-on dire déjà géopolitique, le monde Han a dû se frotter aux autres de la périphérie qu'on a voulu dépeindre comme d'autant plus sauvages et barbares qu'ils constituaient une menace pour la paix des marges et un obstacle pour la politique d'expansion des Han et de l'empereur Han Wudi en particulier. Donc, on a vu que ces sauvages, soi-disant, désignés par des noms évocateurs d'animalité, donc des appellations aimables du genre chien, bouc, insectes rampants, etc., ou des noms évocateurs de subhumanité, à commencer donc par les Xiongnu, que vous voyez sur la carte ici. Donc c'est ces Xiongnu qui vraiment englobent, encerclent le territoire chinois, donc au nord et à l'ouest. Donc ces Xiongnu qui veulent dire donc des esclaves ou esclaves par nature, comme dirait Aristote. Donc ces sauvages forment une ceinture qui enserre de très près le monde Han, alors qu'au-delà, c'est-à-dire donc en gros à l'ouest de cette ligne rouge fictive, au-delà s'étend un monde ouvert constitué de ce qui est perçu comme des pays et des royaumes aux désignations plutôt flatteuses. Ils sont qualifiés de grands, de nobles, de pacifiques, etc. Désignation d'autant plus flatteuse que ces royaumes apparaissent comme des alliés potentiels contre la menace Xiongnu. Alors, nous avons une référence intéressante dans le Hou Han Shu, donc le livre des Han postérieurs, les annales des Han postérieurs. Dans ce chapitre consacré donc aux contrées de l'Ouest, donc le Xiyu Zhuan, dont nous avons déjà lu certaines parties, et nous avons cette phrase que nous trouvons concernant donc Ta Qin, c'est-à-dire littéralement le grand Qin, qui désigne en fait l'Orient romain ou même dans son ensemble l'Empire romain, dont les Chinois avaient une vague notion donc à travers des récits rapportés par des émissaires. Et donc vous avez cette phrase Qi renmin jie zhang da平正有类中国故谓之大秦. Donc les gens de ce royaume de Da-Qin sont grands, sont de haute taille, comme nous, et d'une parfaite équité ou honnêteté. Donc, alors je ne sais pas ce qui a pu frapper éventuellement des marchands, enfin qui ont peut-être ont constaté que dans l'Empire romain, enfin
pratiquait donc justement une référence au poids et mesure, donc une certaine honnêteté dans le commerce. Et ensuite, vous avez cette mention tout à fait intéressante, Yo Lei Zhongguo, c'est-à-dire il y a là quelque chose de comparable au pays du milieu, c'est-à-dire donc à la Chine. Et voilà pourquoi ce pays est appelé Ta Qin, c'est-à-dire le grand Qin. Qin étant donc, comme vous le savez, le nom de la première dynastie fondatrice de l'empire centralisé, avec donc le fameux premier empereur Qin Shi Huangdi. Donc, vous avez sur cette phrase un commentaire du grand historien Yu Yingshi, que vous avez donc sur la diapositive. Donc dans des translittérations différentes, il est connu dans le monde anglophone sous cette première transcription. Entre parenthèses, j'ai mis la transcription donc en pinyin et donc les caractères chinois pour son nom. C'est donc un très grand savant qui est né en Chine en 1930 et qui ensuite a fait ses études et toute sa carrière universitaire dans les plus prestigieuses universités américaines de la côte Est. Donc, il est passé par Harvard, Yale, pour finir, si j'ose dire, à Princeton. Donc, bon, excusez du peu. Et donc, cet historien a rédigé un article dans la grande histoire de Chine produite par l'université de Cambridge, donc de Cambridge History of China, dans son premier volume qui est consacré aux empires Qin et Han, donc ces empires fondateurs de la centralisation chinoise, donc entre 221 avant l'ère chrétienne jusqu'à 220 de l'ère chrétienne. Ce volume 1, dirigé par là aussi de très grands noms de la sinologie anglaise, donc Dennis Twitchett et Michael Lowy, que je revendique avec fierté comme un de mes maîtres. Donc, ce sont deux grands professeurs qui ont marqué donc, les études chinoises à Cambridge. Et donc, dans ce volume 1, paru en 1986, Yu Yingshi donc, a assuré donc, la rédaction de cet article intitulé Han Foreign Relations, donc les relations étrangères des Han. Donc, nous sommes bien déjà dans un contexte géopolitique qui nous a été rappelé tout récemment par la visite de notre président Macron en Chine. Et on a pris bien soin justement de l'emmener en premier donc à Xi'an, donc pour, si j'ose dire, faire un pèlerinage sur la tombe du premier empereur. Donc ça, c'est tout un symbole. Alors, ce que Yu Yingshi a à dire justement sur cette phrase concernant le Ta Qin, c'est que, je cite, Moreover, as their geographical knowledge of the world grew with time, the Han Chinese even came to the realization that China was not necessarily the only civilized country in the world. This is clearly shown in the fact that the later Han Chinese gave the Roman Empire, or rather the Roman Orient, the name of Great Qin, Da Qin. According to the Hohan Shu, the Roman Empire was so named precisely because its people and civilization were comparable to those of China. Donc, je traduis. Donc, à mesure que leurs connaissances géographiques du monde s'accroissaient avec le temps, donc les Chinois Han en vinrent à se rendre compte que la Chine n'était pas nécessairement
le seul pays civilisé au monde, et ceci apparaît clairement dans le fait que les Chinois des Han postérieurs ont donné à l'Empire romain, ou plutôt à l'Orient romain, le nom de Daqin. Et selon le Houhanshu, donc les annales des Han postérieurs, dans cette phrase que nous venons de lire, donc l'Empire romain était nommé ainsi précisément parce que son peuple et sa civilisation étaient comparables à ceux de la Chine. Donc là, vous avez une prise de conscience quand même assez considérable, c'est-à-dire que dans ce rapport à l'autre, non seulement on s'aperçoit que au-delà de ces autres considérés comme avec un certain mépris ou du moins une certaine condescendance comme des sauvages ou des non-civilisés, au-delà de ça, vous vous apercevez que vous avez d'autres centres de civilisation. Et donc parmi ce qu'on peut appeler ces autres au-delà des autres, dont certains peuvent même se prétendre comparables aux pays du milieu, se détache également une autre contrée dite, elle carrément céleste, le Tianzhu, qui est donc située au-delà des montagnes, cette grosse chaîne des Himalayas, mais dont Zhang Qian, vous vous rappelez peut-être, l'émissaire de l'empereur Han Wudi, Zhang Qian avait remarqué que ce Tianzhu n'était peut-être pas aussi éloigné que cela du monde Han si on empruntait donc là où les routes marchandes du sud, qui, comme vous le voyez sur cette carte, qui retrace un petit peu justement tout ce qu'on a regroupé sous la désignation de route de la soie. Donc là, vous voyez qu'il n'y en a de toute façon pas qu'une seule, mais ce qui apparaît assez clairement sur cette carte, c'est que de la Chine vers l'ouest, il y a quand même ce gros obstacle qu'est donc cette chaîne des Himalayas. Donc, au fond, vous avez le choix entre contourner par le nord ou bien contourner par le sud. Et donc, Zhang Qian avait bien repéré qu'il y avait donc cette route du sud qui, en fait, passe au fond du bassin inférieur du Gange, ici. Donc, vous voyez le repère de Bénarès, ici, Patna, ici, donc la capitale de l'État du Bihar actuel, et le golfe du Bengale, vers donc les provinces actuelles du sud-ouest de la Chine, c'est-à-dire le Yunnan et le Sichuan, avec Chengdu, ici, donc sa capitale actuelle. Et vous avez ici, juste pour le folklore, en fait une carte extrêmement stylisée de ce qu'on a appelé plus tard donc le Chama Gudao, c'est-à-dire donc l'ancienne route du thé et des chevaux. Alors, donc je parlais tout à l'heure de la visite de notre président en Chine, et notre président donc a cru bien faire en faisant cadeau donc d'un cheval de la garde républicaine. Donc, on s'est défait d'un cheval de la garde républicaine, donc il a donné en cadeau d'État donc à son homologue chinois. Donc nous voyons que au fond il y a cette volonté de faire pendant, si j'ose dire, à la diplomatie du panda. Donc là, d'une certaine façon, on voit bien que les Han sont toujours d'actualité ici. Alors donc ce royaume céleste, au-delà des montagnes, dans le monde Han, fait d'autant plus l'objet de fantasmes fabuleux qu'il apparaît
de la même manière que l'Empire romain, le Daqian, comme un autre centre de civilisation que les Han postérieurs décrivent comme d'abord peuplé de sédentaires qui cultivent la terre, donc exactement comme les Han, par opposition donc aux sauvages nomades, qui, donc ces gens du Tianzhu, qui disposent de riches ressources naturelles. Ils ont des métaux précieux, des animaux rares, des épices, et ils produisent également des objets extrêmement sophistiqués. Ils fabriquent des textiles d'une très grande finesse, des parfums, du sucre, parce que en fait la technologie de la fabrication du sucre est en fait une technologie importée en Chine à partir de l'Inde. Alors ces gens-là, ça aussi nous avons noté plusieurs fois que ça a beaucoup frappé l'imagination chinoise. Ils montent des éléphants. Et les textes chinois le disent. Ces gens-là n'aiment pas tuer ni aller à la guerre et ils pratiquent, je cite, la voie du Bouddha. Donc là, il y a probablement un lien entre ces deux choses, c'est-à-dire qu'ils pratiquent la voie du Bouddha et par conséquent n'aiment pas donc tuer ni aller à la guerre. Alors donc, nous avons vu que les premières références chinoises à la figure du Bouddha se trouvent en particulier donc dans ces annales des Han postérieurs, dues à un certain Fin Ye qui a vécu de 398 à 445, donc qui a vécu essentiellement au Ve siècle, mais Fin Ye dit explicitement que pour le chapitre consacré aux contrées occidentales, il se fonde sur une source d'information qu'il doit à un certain Pan Yong, donc, dont nous allons retrouver le nom, qui lui, en fait, rapporte des faits datant du IIe siècle de l'ère chrétienne. Et nous verrons aussi qu'il y a également d'autres sources dans lesquelles il est question donc, du Bouddha, tel qu'il est perçu donc, par les Chinois dans une première étape. Nous reviendrons sur ces autres sources tout de suite. Donc, dans ce chapitre consacré aux contrées occidentales, le Xi Yuzhuan des annales des Han postérieurs, ce chapitre se termine sur une section conclusive appelée Lun, que nous pouvons traduire par épilogue, et que nous avons lu rapidement donc en fin de cours l'année dernière. Alors je vous rappelle très vite donc la traduction donc de cet épilogue en me fondant en grande partie sur la traduction de Chavannes, donc le pionnier de notre signologie française moderne, qui a été professeur ici au Collège de France. Donc cet épilogue nous dit ceci, donc, ce qu'on rapporte sur les mœurs et la géographie des contrées de l'Ouest, on n'en avait pas entendu parler dans les temps plus anciens. Autrement dit, au début de l'ère chrétienne, il y a justement en fait des informations, des sources d'informations qui apparaissent comme toutes nouvelles. On n'en avait jamais entendu parler avant. À l'époque des Han, c'est-à-dire des Han antérieurs, Zhang Qian, donc ce fameux émissaire de Han Wudi, conçut des plans propres à attirer les contrées lointaines. Pan Chao déploya sa résolution qui devait le rendre marquis apanagé. En définitive, ils purent accomplir des exploits glorieux dans les contrées lointaines d'Occident, soumettre par un lien d'allégeance les pays étrangers. Alors là, vous avez donc un résumé de la politique extérieure Han. Alors, donc vous allez voir que c'est soit par la persuasion,
soit par la force. Donc, soit que les uns, c'est-à-dire parmi ces étrangers, eussent été soumis avec sévérité par le prestige des armes, soit que les autres eussent été gagnés par de riches présents, tous ces royaumes, sans exception, vinrent offrir des produits merveilleux de leur pays et livrer des otages qui leur étaient chers. La tête nue, alors là vous avez évidemment en fait, je veux dire, comment dire, une image, comment dire, tout à fait idéalisée de cette magnifique centralité Han. Donc les pays étrangers se tournent tous donc vers cette centralité. La tête nue et marchant sur les coudes, ils se tournaient vers l'Orient pour rendre hommage au Fils du ciel. C'est pourquoi on institua des fonctionnaires attitrés pour qu'ils se partagent la responsabilité de ces affaires. On établit la direction du protecteur général pour exercer une autorité d'ensemble sur ces pays. Donc là, Han, donc empire colonisateur déjà, donc on établit un protectorat. Ensuite, alors, ceux qui se montrèrent dociles les premiers, on les récompensa avec de l'or par panier et on leur donna des sceaux à boutons en forme de tortue et des cordons de sceaux. Mais ceux qui se soumirent les derniers, c'est-à-dire ceux qui ont un peu, comment dire, tardé à se soumettre, on les attacha par le cou et on frotta de leur sang la porte du nord. Donc là, vous avez à la fois donc, le gant de velours et la main d'acier donc, de l'Empire Han. Ensuite, on créa des colonies agricoles dans les régions fertiles, on échelonna des relais et des maisons de poste le long des routes les plus importantes. Et vous avez ici donc souligné en rouge cette expression, donc les porteurs de messages urgents et les interprètes qui couraient ne cessèrent d'aller et de venir en toute saison. Vous avez donc cette expression c'est-à-dire donc les gens qui se dépêchaient de porter donc les ordres du pouvoir central vers la périphérie, et les tsoi, c'est-à-dire donc littéralement les interprètes qui couraient. Donc vous voyez comment en fait le travail de traduction a commencé. Donc ce sont des espèces de messagers qui font l'aller et venue, la navette donc entre le centre et la périphérie. Et ensuite, vous avez une référence aux marchands Hu, les Shanghu, donc les Hu qui faisaient le commerce, et les étrangers qui se livraient au négoce, chaque jour frappaient au bas de la muraille pour qu'on la leur ouvrît. Plus tard, Kan Yin parvint jusqu'au Tiaozhi et traversa le Anxi. Le Anxi, c'est le royaume des Parthes, donc là nous sommes un petit peu plus à l'ouest, et il vint jusqu'au bord de la mer occidentale de manière à apercevoir de loin le Taqin. Donc ce Kan Yin, donc, qui est allé encore plus loin vers l'ouest, a aperçu de loin donc cet Orient romain mythique donc pour les Han. Au-delà des passes de Yumen et de Yang, sur un parcours de plus de 40 000 li, il n'y eut aucun pays dont on ne fit entièrement le tour. Le plus ou moins d'importance du territoire de ces pays, de leurs mœurs, de leur caractère, de leur intelligence, les diverses sortes de leur production et de leurs denrées, les bases de leurs chaînes de montagnes et les sources de leurs cours d'eau, le plus ou moins d'analogie de leur climat et de leur température, les chemins qui sont des échelles dans la montagne, des passerelles de bois sur les gouffres, des marches à la corde ou des traversées du désert de sable, les localités qui donnent la fièvre ou le mal de tête, celles où il y a le fléau du vent et du... celles où il y a le fléau du vent et celles où il y a le danger des démons, pour tout cela, on en décrivit minutieusement les particularités et on en rechercha attentivement le véritable principe. Donc vous avez dans cette première partie de l'épilogue l'idée que désormais donc, les Han détiennent
des informations un petit peu plus précises donc, sur ces contrées de l'Ouest, qui ont déjà été parcourues par certains émissaires du pouvoir central Han, et par conséquent, on connaît déjà certaines routes. Donc, par les récits des voyageurs. Donc on sait que dans certaines régions, donc, le passage est difficile parce qu'il faut vraiment s'accrocher littéralement enfin, à ces échelles de cordes au-dessus des gouffres. Dans d'autres, il y a les vents de sable, etc. Donc là, en fait, on a un terrain qui commence à être balisé. Et donc, au milieu de tout ça, donc, apparaît donc le Bouddha. Dans cette deuxième partie donc, de l'épilogue, on commence à nous parler donc, du Bouddha. Donc je lis la traduction. Quant à la transformation divine opérée par la voie du Bouddha, elle se développa à partir du Shento, dont on a vu que ça peut se prononcer de diverses façons, Yuento, Tuento, Shento, qui est donc une translittération chinoise donc, du Sindh, qui est lui-même dérivé du nom de l'Indus. Et pourtant, dans aucun des traités sur les contrées de l'Ouest, dans les deux livres des Han, c'est-à-dire donc les mémoires historiques de Sima Qian et les annales des Han antérieurs, dans aucun de ces deux livres des Han, il n'en est fait mention. Zhang Qian a seulement noté que cette terre est chaude et humide et qu'on y monte des éléphants pour aller au combat. Ces gens donc, n'aiment pas aller à la guerre, mais quand il faut y aller, ils y vont à dos d'éléphant. Pan Yong, donc, c'est ce personnage à qui est dû le récit datant du IIe siècle de la chrétienne, sur lequel donc, Fan Ye, 3 siècles plus tard, se fonde pour la rédaction de ce chapitre sur les contrées occidentales. Donc, Pan Yong, bien qu'il ait exposé que les gens de ce pays, de Shento, adhèrent au Futu. Donc là, Futu, c'est la première transcription du nom du Bouddha. Et bien qu'il ait exposé que ces gens adhèrent au Bouddha et s'abstiennent de tuer et de livrer bataille, n'a rien transmis ni relaté sur les mérites des beaux textes, j'imagine qu'il s'agit des sutras bouddhiques, et de la bonne loi, c'est-à-dire le dharma bouddhique. Les mérites de ces textes et de cette loi à guider les esprits et à leur faire atteindre, sous-entendu, donc l'illumination. Or moi, j'ai entendu dire Yu Wen Zhi Hou Shuo Ye, donc j'ai entendu dire par ceux qui en ont parlé par la suite que ce Qi Guo, Yinghu Zhongtu, c'est-à-dire que ce pays de Shenzhou est plus florissant que la terre du milieu, c'est-à-dire la Chine. Donc là, vous avez une notation vraiment intéressante, c'est-à-dire que non seulement on s'aperçoit que Daqin est peut-être un autre centre de civilisation, mais le Tianzhu s'est fait encore mieux d'une certaine façon, puisque on nous dit que ce pays apparaît comme étant plus florissant que le Zhongtu, c'est-à-dire les terres centrales donc, de la Chine. Et là, vous avez une description donc, de ce pays merveilleux, donc, où la torche de jade harmonise les souffles. Donc là, ça veut dire, c'est une expression imagée pour dire que c'est un pays où donc, toutes les saisons sont en harmonie. C'est le lieu où littéralement les saints divins, j'imagine que ça fait allusion au Bouddha et au Bodhisattva, se sont rassemblés. C'est le lieu où des sages vertueux, c'est-à-dire donc les disciples du Bouddha, ont tenu droit à leur vie. Des prodiges produits par les traces divines, le principe se détache
du domaine humain, donc il relève du surhumain, et de l'évidence produite par des phénomènes attestés, la réalité va au-delà du ciel. Donc c'est un pays où il se passe des choses prodigieuses qui dépassent donc l'entendement humain et qui vont au-delà du ciel. Donc c'est probablement en fait justement cette perception de l'Inde qui a fait qu'on l'a appelé donc le pays céleste. Or, si ni Zhang Qian ni Ban Chao n'en ont entendu parler, serait-ce que cette voie du Bouddha était littéralement fermée, c'est-à-dire lettre close, pour les époques révolues, et qu'elle se serait ouverte maintes fois aux époques récentes. Autrement dit, comment se fait-il que c'est seulement maintenant que nous entendons parler de ce Bouddha, alors que tous ces émissaires des Han antérieurs n'en avaient jamais entendu parler. Et si ce n'était pas le cas, quel comble de falsification ce serait. Sous les Han, depuis le règne de Ying de Chu, donc là il s'agit en fait des Han postérieurs. Le roi Ying de Chu était en fait un demi-frère de l'empereur Ming, des Han postérieurs. Donc depuis cette époque commencèrent à être en vogue les offrandes d'interdits liées au jeûne. Donc là, je pense que ces offrandes, qui sont en général en fait des offrandes par exemple de fruits, qu'on voit encore actuellement sur les autels des temples bouddhistes et taoïstes. Donc ces offrandes se substituent donc aux sacrifices sanglants d'animaux qui étaient pratiqués donc en Chine ancienne. Et l'empereur Huan, donc qui a régné entre 147 et 167 de l'ère chrétienne, donc nous sommes au IIe siècle de l'ère chrétienne, adopta en outre l'ornement des dais fleuris donc pour protéger la statue du Bouddha. Alors, était-ce que, et là vous avez l'expression que j'ai soulignée en rouge, Jiang Wei Wei, c'est-à-dire donc était-ce que les significations les plus subtiles de ce message bouddhique n'étaient pas encore traduites et que seuls les esprits divins pouvaient les comprendre. Donc ici, vous avez une première référence justement au travail de traduction qui commence précisément dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, c'est-à-dire donc des traductions des sutras bouddhiques des langues indiennes donc vers le chinois. Quant aux enseignements qui expliquent en détail comment purifier son cœur et se délivrer des liens du désir, quant à l'origine du fait que la vacuité et la réalité sont à congédier l'un comme l'autre, tout cela dérive des écrits taoïstes. Tao Shu Zhe Liu Ye. Autrement dit, là, vous avez ce retournement dans le discours de l'épilogue, c'est-à-dire que d'un côté, ce pays de Shentu, ce pays céleste, où il se passe des choses absolument prodigieuses, en fait, a produit donc le Bouddha, mais au fond, ce que dit le Bouddha, on pourrait, considérer que dans le monde Han, ça dérive des écrits taoïstes, autrement dit, rien de nouveau pour nous sous le soleil Han. Et de plus, au demeurant, aimer le principe d'humanité, le fameux gène confucéen, et détester le fait de tuer, jeter la lumière sur la destruction et promouvoir le bien, c'est cela qui a permis à nos sages d'amener les hommes de bien confucéens, donc les Juns, à aimer cette loi du Bouddha. Mais c'est donc autrement dit, cette loi du Bouddha, au fond, elle est parfaitement compréhensible dans le monde Han. Et même, on pourrait dire qu'elle se confond, elle s'identifie avec ce que nos sages taoïstes et confucéens ont eu à dire. Mais les adeptes du Bouddha aiment exagérer et ne s'en tiennent pas au canon. Ils n'en finissent pas de raconter prodiges et fariboles
au point même que les élucubrations d'un Zhouyan parlant du ciel ou les discours d'un Zhuangzhou, c'est-à-dire Zhuangzi, sur les cornes d'un escargot, ne suffiraient pas à équivaloir à un 10 000e de ces extravagances. En outre, leur théorie sur l'apparition et la disparition des âmes et sur l'interaction des actes et de leur rétribution, donc là il est fait allusion à la notion de karma, donc dans les cas où leur clarté devient obscure, alors même les gens avisés se retrouvent souvent à ne plus rien y comprendre. En somme, pour guider les gens ordinaires, il n'existe pas de recette. Pour s'adapter aux choses, les circonstances varient. Il faut prendre ce qu'il y a de commun et rejeter les théories douteuses. C'est ainsi que la grande voie pourra pénétrer partout. Donc là, nous avons une réaffirmation au fond très chinoise et très confucéenne, donc de la voie médiane. Et enfin, vous avez donc dans cet éloge qui termine le chapitre sur les contrées occidentales, l'éloge, c'est cette partie donc en 8 c'est-à-dire vous avez des membres de phrases à 4 caractères, 2 fois 4 par verset, et rimés. Donc vous avez ceci, donc Chun yi xi hu, tian zhi wai qu, tu wu chen li, ren xing yin xu, bu shuai hua li, mo you dian shu, rou wei shen dao, he xu he ju. Donc, simples sont ces roues de l'Ouest. Ils sont dans une contrée en dehors du ciel. Les produits de leur terre sont d'un grand prix et d'une grande beauté, mais la nature de leur peuple est débauchée et vaine. Ils ne suivent pas les rites de la Chine. Aucun d'eux ne possède les livres qui servent de règles. Si on leur retirait la voie des esprits, donc justement cette fameuse voie du Bouddha, de quoi prendrait-il souci et par quoi serait-il retenu? Donc j'ai voulu relire dans cet épilogue des Han postérieurs parce que vous voyez un petit peu apparaître un discours extrêmement ambivalent. Parce que d'un côté, donc, vous avez cette affabulation sur ce pays merveilleux, etc. Et en même temps, on vous dit que, au fond, ce Bouddha dont on n'a jamais entendu parler, alors pourquoi est-ce que c'est seulement maintenant qu'on en entend parler? Peut-être que finalement c'est parce que ce qu'il dit n'est pas d'une nouveauté fracassante en quelque sorte, puisque en fait nos sages de la Chine ancienne l'avaient déjà dit avant. Au fond, si je résume, c'est à peu près ça. Bon. Et vous avez dans une autre source que je vous propose de lire maintenant la même ambiguïté. C'est une source qui date du IIIe siècle, qui est due à un certain Yu Huan. Et c'est un texte qui s'intitule donc le Wei Lue, c'est-à-dire donc un traité sommaire donc sur les Wei, qui était donc une des dynasties, des multiples dynasties donc qui se sont succédées donc après la chute des Han en 220. Donc c'est un texte qui aurait été composé donc entre 239 et 265, donc au IIIe siècle, et qui comporte lui aussi donc un chapitre concernant les contrées occidentales. Alors, vous avez dans le plan général de ce texte, qui est maintenant en fait un texte qui a été perdu, mais dont justement la partie concernant les contrées occidentales a été conservée en fait dans d'autres sources qui l'ont reprise. Alors, le plan général de ce texte est assez intéressant parce que vous avez deux grandes parties. La première partie s'intitule les Xirong, c'est-à-dire Zhong, vous vous rappelez peut-être, ce sont donc en fait ces barbares de l'Ouest. Vous avez donc au nord les Di, à l'ouest les Yi,
au sud les Man et à l'ouest les Rong. Donc vous avez une première partie qui est intitulée les Shirong et qui parle donc de certaines peuplades justement nomades au nord et à l'ouest de la Chine. Et vous avez une deuxième grande partie qui, elle, est intitulée Xiyu, c'est-à-dire donc les contrées d'Occident. Donc là, vous avez très explicitement cette comment dire, distinction dont nous avons parlé auparavant, c'est-à-dire donc vous avez les autres proches, donc les nomades qu'on appelle les sauvages de l'Ouest, et vous avez d'autre part les contrées occidentales beaucoup plus lointaines. Et là, dans cette deuxième partie consacrée au Xiyu, donc aux contrées de l'Ouest, vous avez en fait trois sous-parties qui sont en fait les trois grands itinéraires qui mènent de Chine vers les contrées d'Occident. Donc vous avez d'abord la route du Sud, c'est précisément celle qui mène vers l'Inde. Ensuite, vous avez la route du centre, qui passe donc par le Tibet et qui se termine au Tachin, donc à l'Orient romain. Et vous avez la route du nord, donc celle que nous avons vue sur la carte tout à l'heure. Alors, nous lisons ici donc dans la partie consacrée donc à la route du Sud des considérations qui concernent ce Lin Ni Guo, c'est-à-dire le pays de Lin Ni. Alors, Sylvain Lévy, qui a été donc un très grand indianiste français, qui a également été professeur ici au Collège de France et qui a d'ailleurs beaucoup collaboré avec Édouard Chavannes. Donc là, c'était la belle époque où au Collège de France, les indianistes et les sinologues travaillaient ensemble. Donc Sylvain Lévy s'est penché donc sur cette partie du Wei-Lue pour essayer d'identifier donc ces dénominations chinoises et essayer de retrouver donc sous ces dénominations chinoises des noms et des toponymes indiens, enfin sanscrits. Alors, selon Sylvain Lévy, ce Lin Ni Guo, ce serait donc Lumbini, Lumbini qui est donc ce pays natal du Bouddha, dont nous avons vu que, bon là la carte est trop loin je pense, qu'elle est située donc dans le Népal actuel, donc au pied de l'Himalaya. Donc concernant ce pays de Lin Ni, Fu Tu Jing Yun Qi Guo Wang Sheng Fu Tu, donc les livres canoniques bouddhiques, c'est-à-dire les livres canoniques du Futu, du Bouddha, disent que son roi, le roi de Lumbini, engendra Futu, c'est-à-dire engendra le Bouddha. Futu Taiziye, autrement dit, donc le Futu, c'était le prince héritier. Fu Yue Xie Touye, son père s'appelait Xie Touye. Alors là, il faut un effort d'imagination pour identifier donc le nom du père du Bouddha, Suddhodana, transcrit Xie Touye, donc en chinois. Sa mère était appelée Moye, donc là on reconnaît un peu plus facilement Maya, donc Maya qui veut dire en sanskrit illusion, mais qui est resté en fait un nom assez courant donc pour les filles en Inde. Alors Fu Tu Shen Fu Se Huang, Fa Qing Ru Qing Si, Ru Qing Mao, Ling Chi Ru Tong. Le Bouddha avait le corps recouvert de jaune. Alors, allez savoir si c'est la couleur de sa peau ou de ses vêtements. Mais en tout cas, c'est peut-être ce qui explique
la vision donc du rêve de l'empereur Ming, hein, de l'apparition du Bouddha sous la forme d'un homme couleur d'or. Hein. Bon. Ensuite, on vous dit que ses cheveux étaient qing. Alors le qing, c'est une couleur très spéciale en chinois, puisque en fait, c'est quelque chose qui peut être du noir, du vert ou du bleu. Hein. Autrement dit, ça peut être du bleu ou du vert tellement profond que ça tire au noir. Hein. Donc ses cheveux étaient bleu-noir comme des fils de soie. Sa poitrine couverte donc de poils de la même couleur, hein, bleu-noir. Hein. Et alors là, ling, ce mot que vous avez ici, hein, ce ling qui était rouge comme du cuivre, ça a posé beaucoup de problèmes aux interprètes, enfin comment dire, aux commentateurs et aux traducteurs, parce que en fait ce ling, ça veut dire littéralement une libellule. Alors donc la libellule du Bouddha rouge comme du cuivre, voyons. Alors donc, certains ont pensé, oui, peut-être son teint cuivré, bref, donc on a un peu tourné autour du pot. Hein, mais si on considère que toutes ces notations concernant donc la couleur des cheveux, etc., la couleur de la peau, c'est sans doute donc une référence à ce qu'on appelle donc en sanskrit les lakshanas, c'est-à-dire donc qui sont au nombre canonique de 32, c'est-à-dire des signes physiques distinctifs du Bouddha, hein, qui avait donc un corps absolument parfait. Hein, donc on vous détaille alors la forme des pieds, des membres, tout ça, tout est parfait. Hein. Et dans ces lakshanas, on vous parle de sa langue qui était rouge comme du cuivre. Donc, alors moi je ne sais pas comment on passe de l'idée de libellule à celle de langue, mais de toute façon, parler de son teint ou d'autres choses, je ne vois pas très bien. Enfin, en tout cas, la langue rouge comme du cuivre, ça fait partie donc des lakshanas du Bouddha. Bon, donc la libellule, on la laisse de côté. Hein. Alors, shi mo ye meng bai xiang er yun. Alors, à l'origine, Maya, donc la mère du Bouddha, rêva d'un éléphant blanc et devint enceinte. Ji sheng cong mo zuo xie chu sheng er you jie. Donc, à sa naissance, le Bouddha sortit du flanc gauche de sa mère. En fait, comme on va le voir, je pense qu'il y a une erreur parce que toutes les représentations le montrent sortant du flanc droit, hein, de sa mère. Dès sa naissance, le Bouddha avait les cheveux noués en chignon, hein, ce qu'on appelle donc le lushnisha. Et Tuodi Neng Xing Qibu, et ayant à peine touché terre, il fut capable de marcher 7 pas. Donc là, nous avons la naissance d'un être prodigieux. Donc là, les Chinois, en fait, ont entendu parler de cette légende de la naissance du Bouddha, qui est largement représentée dans l'iconographie. Donc, vous avez ici toujours ces merveilleux bas-reliefs du Gandhara, donc de cet art indo-grec. Et vous avez ici la représentation donc du rêve de la reine Maya. Donc, vous voyez, elle est endormie, et au-dessus d'elle, hein, donc vous avez cette bulle, en quelque sorte, hein, qui devait représenter un éléphant, l'éléphant blanc dont elle rêvait. Hein. Alors, quelqu'un de bien intentionné a scié donc l'éléphant, hein, qui doit se retrouver dans un musée quelconque d'Europe ou d'Amérique.
ou une collection privée. Ensuite, vous avez ce bas-relief que nous avons déjà vu de la naissance du Bouddha. Hein, et là, on voit bien qu'il sort de son flanc droit. Hein. Et quant à l'Ushnisha, hein, vous en avez, alors c'est une représentation absolument obligatoire hein, dans toutes les représentations du Bouddha. Ici, vous avez cette tête tout à fait étonnante qu'on a retrouvée donc en Afghanistan, je pense, où là, vous voyez que vous avez ces cheveux très fins et ondulés, hein, donc vraiment une très belle chevelure surmontée donc de ce chignon hein, donc le Bouddha est né coiffé en quelque sorte, hein, donc il est sorti avec ce chignon sur la tête. Autre représentation, là je ne résiste pas à la tentation de vous montrer ces très belles photos, donc, où vous voyez de nouveau donc, cette chevelure bouclée surmontée de l'Ushnisha ici, et puis donc cette statue en pied, là, également de l'art du Gandhara, avec donc bien sûr le chignon au sommet. Alors, je reviens donc à mon texte. Alors, 此国在天竺城中，天竺又有神人名沙律。Donc, ce pays se trouve au milieu donc, des cités du Tianzhu, ce pays de Lumbini. Et au Tianzhu, il y avait également un autre homme divin, une sorte de surhomme en quelque sorte, du nom de Sha Lu. Alors, selon toujours Sylvain Lévy, ce Sha Lu serait Sariputra, donc, qui a été donc, vraiment le tout premier et le plus grand disciple du Bouddha. Donc, là, c'est l'identification donc, a été faite par Sylvain Lévy. Alors donc, nous avons l'entrée en scène du Bouddha et de ce qu'on a appelé ses acolytes, c'est-à-dire donc ses principaux disciples, au premier rang desquels donc ce Sariputra, donc qui serait donc ce Sha Lu dont les Chinois ont entendu parler. Phrase suivante, donc Xi Han ai di, Yuan Shou Yuan Nian, Bo Shi Di Zi Jing Lu, 受大月之王使依存口授浮屠经曰复立者其人也. Autrefois, dans la première année de l'ère Yuan Shou, du règne de l'empereur Ai des Han antérieurs, nous sommes en l'an 2 avant Jésus-Christ, le Bo Shi Dizi, c'est-à-dire le docteur au vaste savoir, donc c'est un lettré confucéen du nom de Jinglu, aurait reçu donc les instructions orales d'un certain Yi Cun, émissaire du roi des Ta-Yue-Zhi. Les Ta-Yue-Zhi, ce sont les Kushan, donc, qui lui aurait récité donc les sutras bouddhiques, donc toujours ces Fu Tu Jing, selon lesquels donc Fu Li Zhe, attendez, où est-ce qu'elle est ma phrase là? Ici, oui. Fu Li Zhe Qi Ren Ye. Donc ces sutras bouddhiques disent littéralement celui qui est de nouveau debout, le réapparu ou le réincarné, était cet homme. Alors là aussi, grande controverse parmi les commentateurs et les traducteurs. Est-ce que Qi Ren Ye, est-ce que ça veut dire, est-ce que ça désigne le Bouddha ou est-ce que ça désigne Sha Lu, c'est-à-dire Sariputra? Donc là, le texte nous laisse vraiment dans l'ambiguïté. En plus, cette phrase est assez bizarre du point de vue syntaxique, parce qu'on ne comprend pas très bien
si ce docteur au vaste savoir, ce lettré confucéen, a donc reçu donc la récitation orale de ces sutras bouddhiques chez les Kushan ou bien donc à la cour des Han. Alors, nous aurons l'occasion donc justement de revenir sur ce processus donc de transmission orale que j'ai souligné ici, le Koshou, parce que c'est une étape importante justement dans le processus de traduction de ces sutras bouddhiques écrits en langue donc indienne vers le chinois. Toujours est-il donc que ce Fu Li, cet homme qui est de nouveau réapparu, est-ce que ici c'est une allusion à Li, c'est-à-dire à un rituel taoïste de rappel de l'âme? Ça c'est aussi ouvert à controverse. Toujours est-il que, bon, j'essaie de me dépêcher de finir de lire ce texte, donc nous en sommes ici, donc Futu Suozai, Lin Pusai, Sangmen, Bo Wen, Shu Wen, Bo Shu Jian, mais là je pense qu'il faut lire Bo Shu Wen, Bi Qiu, Chen Men, Jie Dizi Hao Ye. Dans ce que rapportent donc les Futu, c'est-à-dire les sources bouddhiques, alors vous avez ici une série de mots qui sont soit des traductions, soit des transcriptions, des translittérations de mots sanscrits. Alors là, ça me paraît tout à fait intéressant parce que, au fond, c'est la première fois que les Chinois, pour être un petit peu sommaire, sont obligés de parler une langue étrangère, de s'exprimer dans des mots étrangers. Bon, alors vous avez d'abord les limpusai, c'est-à-dire donc on a supposé que ce lin est une erreur pour un autre caractère qui se lit yi, ce serait yi pusai. Alors yi pusai, ce sont donc les en sanskrit. Alors là, toutes ces identifications ont été faites par Sylvain Lévy, toujours. Donc, ce serait la translittération chinoise du mot sanskrit upasaka, donc c'est-à-dire un disciple laïque, qui suit donc qui est un adepte du Bouddha, mais qui ne mène pas la vie monastique. Et vous avez donc le féminin upasika donc à côté. Ensuite, vous avez donc les sangmen. Par la suite, vous aurez également la translittération shaman. Alors là, on est à peu près sûr que c'est une translittération du mot sanskrit shramana, shramana qui sont les moines, les ascètes ou les renonçants, dont on voit encore beaucoup en Inde. Et puis ensuite, vous avez toute une série de mots comme bowen, shuwen, etc., qui, selon Sylvain Lévy, seraient donc les Shravaka, c'est-à-dire littéralement ceux qui ont entendu la voix du Bouddha. C'est-à-dire donc sont simplement des adeptes, et par la suite Shravaka va désigner plus spécifiquement donc les adeptes du bouddhisme du petit véhicule. Enfin bon, tout ça c'est un petit peu technique. Ensuite, le mot suivant, vous avez Pichou. Pichou, là aussi, identification attestée, avec le mot sanskrit bhikshu, donc, qui veut dire un moine qui, lui, est entré dans les ordres et qui mène la vie monastique. Et le dernier mot, c'est Chenmen. Chenmen, là, ce n'est pas une transcription ni une translittération, c'est une traduction. De la désignation sanscrite Dvarapala, c'est-à-dire le gardien de la porte. Donc là, ce personnage du gardien de la porte va jouer un rôle assez important justement dans les monastères bouddhiques. Alors ne croyez pas qu'il s'agit d'un simple huissier
ou un videur de boîte de nuit. Hein, c'est un moine tout à fait éminent qui filtre donc les recrutements de moines. Hein. Donc le texte vous dit que toutes ces dénominations sont des appellations donc de disciples. Et ensuite, la phrase, l'avant-dernière phrase en rouge ici, donc Fu Tu So Zai, Yu Zhongguo Lao Zi Jing Xiang Chu Ru, Gai Yi Wei Lao Zi Xi Chu Guan, Guo Xi Yu Zhe Tian Zhu, Jiao Hu. Alors, ce que rapportent les sources bouddhiques présente à la fois des analogies et des différences avec le livre canonique de Lao Tzu, c'est-à-dire donc le Tao Te Ching. On pense en effet que Lao Tzu serait parti vers l'ouest en sortant des passes, qu'il aurait traversé les contrées de l'ouest jusqu'au Tianzhu et qu'il aurait enseigné les Hu, donc les Hu, désignation générique pour les peuples du Grand Ouest. Et enfin, le texte se termine de cette façon, donc Fu Tu, Shu Di Zi, Bie Hao, He You 29, Bu Neng Xiang Zai, Gu Lue Zhi Ru Ci. D'autres désignations de disciples du Bouddha, il y en avait au total 29. N'étant pas en mesure de les noter en détail, c'est ainsi que j'en traite dans les grandes lignes. Donc, nous allons revenir la prochaine fois justement sur cette phrase tout à fait clé, c'est-à-dire que dans les sutras bouddhiques, on aurait donc retrouvé des analogies avec Zhongguo Lao Zi Jing, c'est-à-dire donc le canon du Lao Tzu qui est bien de chez nous, bien du pays du milieu. Et il y a l'évocation de cette légende selon laquelle donc, le Lao Tzu aurait disparu vers l'ouest et donc se serait retrouvé en Inde où il aurait Jiao Hu, il aurait donc enseigné aux Hu. Donc ici, vous voyez s'amorcer une tentative de renversement de l'itinéraire de l'enseignement. C'est-à-dire, là, il y a une façon de ne pas reconnaître que l'enseignement bouddhique vient de l'Inde vers la Chine, mais il y a cette tentative de renversement, de retournement dont nous allons parler la prochaine fois. Encore une fois, une très bonne année à vous et si le Bouddha nous prête vie, donc à la semaine prochaine. Merci.